Donc, voici notre amie Elisabeth Pouchelon, qui est médecin cardiologue, angiologue et spécialiste des maladies vasculaires et conseillère régionale d'Occitanie. Elle est aussi présidente de formation médicale continue de cardiologie pour la région Midi-Pyrénées. Vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous consacrer un peu de votre temps pour apporter auprès de nos auditeurs votre expertise sur les dernières techniques opératoires en matière de chirurgie cardiaque. Pour rappel, Elisabeth nous avait fait l'honneur de participer à la conférence de 2013 et de 2018, qui était axée sur la présentation au niveau télémédecine. Elle nous présentera ce soir les avancées dans le domaine de la chirurgie cardiaque et angioplastie coronaire. Je vous passe avec plaisir la parole. Bien, mais je vous remercie André de m'avoir invité une nouvelle fois dans vos réunions. Bon, je vais essayer de vous parler de ce qui m'a été demandé, donc le robot en cardiologie interventionnelle et en chirurgie cardiaque. Même si moi-même, je ne pratique plus la cardiologie interventionnelle, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et que j'ai fait pendant de nombreuses années. Donc, je suis allé rechercher un petit peu quelques informations et on est quand même très bien placé à Toulouse puisqu'on a quand même des leaders en la matière et en particulier la clinique Pasteur. Donc, juste pour vous rappeler, parce qu'il faut que vous compreniez un petit peu quels sont les enjeux. Très vite, les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité en France. Et dans ces maladies cardiovasculaires, les atteintes des coronaires, c'est-à-dire les artères du cœur, c'est plus de la moitié des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est une pathologie fréquente qui consiste en des dépôts athéromateux sur les artères qui peuvent provoquer soit de la gêne à l'effort, quand ces rétrécissements ne sont pas très serrés, soit lorsque l'artère se bouge complètement, provoquer ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Pour atteindre ces lésions, et d'abord pour les mettre en évidence, on fait ce qu'on appelle un cathétérisme cardiaque. Donc en fait, le principe du cathétérisme cardiaque, c'est de faire rentrer un cathéter par une artère, soit à partir de l'artère fémorale, soit à partir de l'artère radiale. Donc on ponctionne avec une aiguille. Dans cette aiguille, à travers cette aiguille, on met un petit guide métallique, très fin, sur lequel on monte ce qu'on appelle un introducteur, c'est-à-dire c'est un petit tuyau par lequel il y a une valve, donc le sang ne reflue pas, et on peut introduire des cathéters à l'intérieur de différentes fonctions. Le cathéter est introduit donc là ici par l'artère fémorale et il peut arriver jusque ici à l'aorte et ensuite s'aboucher à l'artère coronaire, donc dans l'ostium qu'on appelle, c'est l'origine de l'artère. Et déjà là, on peut injecter du produit de contraste et visualiser l'artère. Normalement, en radiographie, ne se voit pas. Et ce cathéter, donc ça c'est pour faire le diagnostic, pour voir la lésion. Et puis, à travers ce cathéter, on peut introduire de multiples outils, c'est-à-dire des guides métalliques. Sur ces guides métalliques, on va pouvoir mettre un ballon pour faire une dilatation, on va pouvoir mettre une endoprothèse, un stent, pour traiter la lésion coronaire. Donc, une fois que vous avez compris un peu comment ça fonctionne, vous allez voir, voilà. Donc, ce qu'on peut introduire, donc le cathéter, lui, il va être là, en amont, à l'origine de l'artère, et on va pouvoir introduire à l'intérieur un guide. Ici, vous avez la lésion coronaire, le rétrécissement, les dépôts, et on introduit là, ici, une endoprothèse qui est montée sur un ballon, et vous le verrez au cours de la démonstration, ce ballon se gonfle et déploie l'endoprothèse qui, elle, reste ensuite fixée dans la paroi vasculaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vaisseau, il n'est pas rectiligne, il a des tortuosités, et donc ce guide, il faut le piloter à l'intérieur de l'artère pour arriver à l'amener jusqu'au bon endroit, jusqu'à la lésion, et donc au bon endroit pour positionner parfaitement le ballon et l'endoprothèse. Et c'est toute la difficulté de ce qu'on appelle l'angioplastie, c'est ce remodelage qu'on va faire de la lésion coronaire, qui se fait la plupart du temps à bout de doigts par la virtuosité de l'angioplasticien qui arrive à guider manuellement ce guide pour l'amener au bon endroit et ensuite déployer l'endoprothèse.
vous allez voir comment les robots peuvent aider ou remplacer peut-être l'angioplasticien. Donc voilà, ça c'est une salle de coronarographie, vous l'avez vu un peu tout à l'heure. Pour vous dire surtout que donc ici, c'est le système de radio, donc de rayons X, qui est un système qui est un arceau, qui bascule en avant, en arrière, dans tous les plans, de façon à pouvoir avoir toutes les incidences possibles sur le cœur pour voir les lésions. Et donc, vous avez en général des écrans de répétition ici. Donc, l'angioplasticien est sur le côté. Il pilote lui-même ici l'arceau et il voit en face les images. Sur ces images, il y a plusieurs choses. Il y a les images de radiologie, donc les images où on voit l'artère coronaire et la lésion. Et puis, il y a toute la répétition des paramètres du patient, son électrocardiogramme, sa pression artérielle, de façon à ce qu'il puisse surveiller ce qui se passe pour son patient, bien que vous verrez qu'il y a aussi, la plupart du temps, surtout pour les angioplastiens, un anesthésiste dans la salle. Donc, vous voyez, là, il voit ici sur l'écran, d'un côté les images, à côté l'électrocardiogramme et la pression. Voilà une salle de coronarographie d'angioplastie installée. Et l'angioplasticien, l'infirmière à côté. Donc, en général, on travaille à deux, moins de 2 personnes. Ici, derrière le patient, c'est en général l'anesthésiste qui peut calmer le patient, l'endormir si nécessaire, ou qui va jouer sur s'il y a une chute de tension, etc., va pouvoir un petit peu réagir. Alors, surtout, ce que je vais vous montrer, c'est l'équipement de ces personnes. Les trois ont un tablier de plomb. Ici, sous la blouse, lui n'est pas en stérile complet puisque ce n'est pas lui qui manipule. Vous voyez, c'est un tablier de plomb qui est ici, qui est quelque chose de lourd, qu'il faut porter pendant toute la procédure, parce que vous voyez que les opérateurs sont à proximité de la structure électronique, ce qu'il a. Et donc, c'est une des problématiques de l'angioplastie, c'est qu'il y a quand même une dose d'irradiation malgré ces protections en plomb. Il y a également une protection ici au niveau de la thyroïde par un collier en plomb. Donc, c'est quand même certaines interventions peuvent être longues, c'est en position debout, avec des tabliers de plomb, etc. C'est quand même des interventions qui peuvent être un peu pénibles. Alors, alternative, juste pour montrer ce que c'est que la chirurgie cardiaque, quels sont les enjeux de la chirurgie cardiaque. Ça peut être également les lésions coronaires, mais à ce moment-là, ce sera donc ce qu'on appelle le pontage coronaire. Qu'est-ce que c'est qu'un pontage coronaire? C'est, au niveau d'une lésion, faire un pont de telle sorte que le sang, au lieu de passer à travers la lésion qui rétrécit, qui diminue son débit, il va passer par un vaisseau de calibre normal et donc rétablir un débit normal. On peut le faire à partir d'une veine des jambes, que l'on mettra ici entre la aorte. Si le rétrécissement est ici, par exemple, on va le mettre là, et donc le sang va passer par là au lieu de passer à travers le rétrécissement. On peut le faire à partir d'une artère mammaire interne, ce sont des artères qui ne sont pas indispensables, et que l'on peut utiliser pour shunter, donc faire le pont sur le rétrécissement. Ça, c'est la chirurgie cardiaque de pontage coronaire. L'autre domaine de la chirurgie cardiaque, je ne fais pas tous les domaines, mais l'autre domaine principal de la chirurgie cardiaque, ce sont les valves cardiaques. C'est de réparer ou de remplacer les valves cardiaques. La valve mitrale et la valve aortique sont les principales valves qui sont touchées, mais ça peut être aussi la valve tricuspide, plus rarement la valve pulmonaire. Donc ces valves, ce sont des systèmes de muscles, de tendons, etc., qui font que le sang circulent dans un sens, mais ne refluent pas dans l'autre sens. Et elles sont attachées par vous voyez ici, des cordages. Et donc, quand elles sont abîmées, souvent, la valve mitrale en particulier, lorsqu'elle fuit, par exemple, eh bien, on peut être amené à réparer ces cordages, retendre la valve de telle sorte qu'elle ne fuit plus. Et si vraiment c'est très abîmé qu'on ne peut pas le faire, on va remplacer la valve par une valve, une prothèse valvulaire, soit mécanique, soit une prothèse en bioprothèse. Pareil pour la valve de l'aorte, c'est une pathologie très fréquente qui peut être traitée par la chirurgie, qui maintenant est également traitée par les voies naturelles, par le cathétérisme, un peu comme on a fait pour les artères coronaires. La tricuspide, pareil, peut être réparée, on peut mettre des clips, vous en avez parlé. Donc, il y a tout un domaine très important de la chirurgie cardiaque, qui est le domaine valvulaire, qui jusqu'à présent
se fait essentiellement, vous le comprenez, à cœur ouvert, puisqu'il faut aller atteindre ces valves. Alors, depuis une quinzaine d'années, la chirurgie, je terminerai après par les coronaires, parce que j'ai une petite vidéo que j'essaierai de vous montrer. Et sur la chirurgie cardiaque, depuis une quinzaine d'années, on a développé la chirurgie mini-invasive. Qu'est-ce que ça veut dire mini-invasive? C'est qu'au lieu d'ouvrir le sternum, écarter les côtes et aborder directement le cœur, directement, soit pour faire les pontages sur le cœur, soit ouvrir le cœur pour aller traiter les lésions valvulaires, bien, on a imaginé des solutions par des mini-incisions, toutes petites, dans lesquelles on introduit des outils particuliers qu'on appelle des thoracoscopes, c'est-à-dire ce sont des gros tuyaux, mais qui font 1 centimètre de diamètre, vous voyez, donc le trou n'est plus une grande balafre, mais un petit trou, mais en plusieurs endroits. Et dans ces thoracoscopes, on va introduire d'une part des fibres optiques pour aller voir, et donc ça va être vidéo assisté par des caméras et des écrans de répétition, et par les autres thoracoscopes, on va introduire les instruments pour aller réparer les valves, ou recoudre, ou réparer. Donc ça se développe depuis une quinzaine d'années, c'est quelque chose qui est assez courant, avec des résultats comparables à la chirurgie classique, mais bien sûr, diminution des incisions, diminution des saignements, moins de douleur pour le patient post-opératoire, rétablissement beaucoup plus rapide, et puis des cicatrices plus cosmétiques et moins dures. Donc, avec surtout la récupération et la reprise d'activité beaucoup plus rapide. Donc, c'est un énorme progrès qui s'est fait depuis une quinzaine d'années. Cette voie mini-invasive a cependant quelques inconvénients. Vous allez le voir, ce sont des instruments très longs, qui font bras de levier, qui amplifient le tremblement physiologique de la main et qui ne permet pas de reproduire les mouvements des poignets, etc. Ce qui fait que on peut voir un intérêt. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment se passe, enfin comment on peut exposer un champ opératoire d'une chirurgie par thoracoscopie. Ça peut se faire sur le ventre, pareil, en célioscopie. Voilà. Donc vous avez plusieurs types de trocars qui sont introduits, dans lesquels on va mettre ici certainement une fibre optique, là un instrument, et là quelqu'un qui va aspirer les saignements éventuels, etc. Donc vous voyez, c'est plusieurs trous, mais c'est quand même mieux qu'une grosse incision. Le robot, bien, il va essayer d'améliorer, d'apporter un plus à cet abord mini-invasif. Ça va être donc sous cette forme-là. Donc tous ces abords sont un peu identiques, mais vont être reliés à tout un système de robotisation. Et à ce moment-là, voilà une salle de robots. Vous avez ici tous les instruments qui pourraient être introduits sur le patient et le chirurgien qui est à côté et qui, dans sa bulle, va manipuler les instruments. Et on a des instruments actuellement qui reproduisent les mouvements des poignets et qui, bien sûr, ont un peu plus de précision que la main elle-même qui a ses imprécisions, son tremblement, etc. Alors, pour l'instant, ça reste... alors, c'est utilisé assez fréquemment. Alors, est-ce que c'est vraiment un robot? Je vous pose la question parce qu'en fait, c'est quand même le chirurgien qui contrôle tout. Hein, il faut que vous ayez bien ça, c'est pas le robot qui fait ça, c'est le chirurgien qui contrôle tout, mais qui télémanipule, si vous voulez, les instruments. Donc, ils contrôlent tous ces instruments, donc ils sont articulés, ils reproduisent les mouvements des poignets, ils augmentent la précision par rapport à la simple vidéo-assistance de la chirurgie mini-invasive. C'est une installation que vous voyez qui est très lourde, qui est très encombrante. Donc, en fait, ce sont des salles que souvent on utilise pour plusieurs types de chirurgie, de façon à ce qu'elles puissent être ensuite, en quelque sorte, rentabilisées, et surtout parce que c'est quand même très lourd à installer. Il faut une formation des personnels pour l'utilisation. Il faut souvent quand même plusieurs personnes dans la salle, parce qu'il y a le chirurgien qui manipule, il y a souvent un chirurgien au lit du patient. Est-ce que ça a une valeur ajoutée clinique majeure? On est en cours d'évaluation de tout ça, voir si ça apporte vraiment un plus aux résultats cliniques.
Après, c'est des méthodes qui vont certainement évoluer, en particulier en chirurgie, peut-être essayer de reproduire les sensations tactiles du chirurgien lorsqu'il va lui-même toucher, sentir les organes ou l'organe qui le répare ou qui le fait. Et puis l'autre intérêt certainement de ces robots, c'est la possibilité d'intervention à distance, puisqu'on peut imaginer qu'à distance, un chirurgien plus compétent ou très spécialisé puisse aider une équipe qui n'a pas cette spécialité sur place. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur les robots de chirurgie cardiaque. Je n'ai pas pu procurer la vidéo que je voulais vous montrer sur la chirurgie cardiaque. Par contre, j'en ai une sur l'angioplastie coronaire, qui est un peu longue, donc je vous la passerai à certains moments un peu en accéléré, parce que c'est un peu technique quand même. Oui, la chirurgie robotique, elle se développe énormément. Alors, je ne disais pas tellement dans mon domaine en chirurgie orthopédique, mais en chirurgie viscérale, en chirurgie urologique, en chirurgie cardiaque, si bien que les jeunes chirurgiens aujourd'hui apprennent beaucoup en chirurgie robotisée. Il y a un danger, c'est qu'ils arrivent parfois moins bien à faire ce qu'ils faisaient avant. Je vais la piloter comme ça. Il faut quand même malgré tout pouvoir toujours convertir une chirurgie robotisée en chirurgie ouverte si jamais il y a un problème. Oui, il faut continuer quand même d'apprendre la chirurgie classique, conventionnelle, parce que s'il y a un problème avec le robot tombe en panne. Pas trop l'expérience pour être robot, mais c'est vrai qu'il faut. Moi, je vois mes confrères urologues, la chirurgie prostatique, par exemple, aujourd'hui, elle se fait à Clio. Je comprends beaucoup par voie robotisée, et très peu aujourd'hui par voie classique, mais il faut quand même savoir faire une chirurgie classique, parce que si jamais le robot ne marche pas ou il y a un problème. C'est tout le problème des nouvelles méthodes. On le voit. J'avais le souvenir en neurochirurgie où on n'opère plus pratiquement les anévrismes intracrâniens, puisqu'on arrive à mettre des petites des coils là pour les emboliser. Mais une fois de temps en temps, il y a de moins en moins de chirurgiens qui savent le faire. Et c'est tout un problème quand on passe comme ça ces zones de transition où il y a encore quand même des indications anciennes. Il faut quand même des gens qui sachent le faire. Moi, j'avais des questions. J'étais interpellé par le chirurgien qui est de porter du plomb pour se protéger du rayonnement qui permet de visualiser le problème à traiter. Bon. Est-ce qu'on envisage de trouver un autre système d'imagerie pour remplacer le rayonnement ionisant utilisé? Je pense à… Ah oui, mais c'est ce que je comptais vous donner en fin de je vais vous montrer une vidéo justement sur l'angioplastie coronaire, et c'est une des conclusions que je voulais vous donner. C'est certainement un des intérêts majeurs du robot en matière d'angioplastie. C'est la non-exposition aux rayons. Ouais. Donc, m'a donné cette vidéo. C'est une des premières, je pense, premier essai de robotisation en France qui s'est fait avec Philippe Pasteur. Depuis, il y a quelques centaines de patients, je crois qu'il y a 200 patients, je crois, actuellement, qui ont été traités. Là, je vais vous montrer une vidéo. Alors, je vais vous la passer en accéléré parce qu'elle fait 20 minutes, c'est quand même beaucoup plus long. Et je vais vous montrer l'essentiel, que vous compreniez un peu, puis après, si vous avez des questions, on approfondira. Alors, le son est en anglais toulousain, donc c'est en général assez compréhensible. Mais peut-être qu'à un moment donné, comme je vais vous accélérer, je vais couper le son et j'essaierai de vous faire les commentaires parce qu'il y a des plans assez prolongés sur lesquels on peut commenter en français. Ça sera quand même peut-être plus agréable pour tout le monde, sauf que je voudrais bien savoir le son, il est là. Et donc voilà la salle. Hein. Donc on a introduit ici pour avancer. Ah oui, je vais l'agrandir. Voilà. Donc ici, on a introduit le cathéter dans l'artère, je pense, radiale. Ici, d'accord. Et c'est à partir de là qu'on va manipuler tous les guides dont je vous ai parlé. Ici, c'est le bras du robot que l'on va connecter. Donc, c'est l'infirmière en salle qui va le faire. Et vous allez voir, elle va mettre en place après des cassettes qui vont permettre de connecter les guides qui vont être ensuite utilisés en dehors de la salle. Donc, je vais avancer un petit peu. Donc, vous voyez là, ici, l'infirmière et les personnes, elles se mettent derrière cette vitre à l'abri des rayons. D'accord? Et donc,
Jean Fajadé, lui, ben voilà, il va s'installer là, dans la console qui pilote le robot. Donc, il a ces écrans qui sont tous ici. C'est les mêmes écrans que dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'image ici de la lésion qui va dilater. Il a une image de la salle également, qui peut modifier, etc. Et il a en face de lui les différentes manettes qui vont lui permettre de piloter le cathéter, le guide à l'intérieur, et ensuite le ballon avec le stent. Ici, il peut filmer, il peut injecter un peu de produit de contraste, il peut déplacer avec ce que vous avez vu sur la droite, l'arceau radiologique. Voilà. Et donc là, vous voyez ici la lésion, rétrécissement au niveau de l'artère ventriculaire entrée. Et donc ici, c'est une lésion complexe. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant de voir que ce n'est pas que des lésions simples, puisqu'il y a une lésion de la grosse artère, là, vous voyez, et de la diagonale, la deuxième artère. Donc c'est une lésion qu'on appelle de bifurcation. C'est des lésions compliquées à traiter, mais vous allez voir qu'il y arrive très bien avec le robot. Donc on va avancer un petit peu, il a ça, il se met la lésion qu'il veut, il se met les photos où il veut sur ses écrans, etc. Là, il examine, il voit, il réfléchit, qu'est-ce qu'il va prendre comme technique. Et là, voilà, là, l'infirmière a mis la cassette et elle met le guide sur lequel on va pouvoir monter les différentes choses. Donc, ça, c'est le cathéter. Elle introduit le guide. Là, c'est dans le guide, donc ça n'est pas, c'est l'infirmière qui le fait. Elle fixe ça sur le robot. Et ensuite, voilà, c'est donc le Jean Fajadé derrière qui va. Vous voyez, le guide est arrivé dans, je ne sais pas si vous voyez l'extrémité, il est dans le cathéter il est là, voilà, et il va piloter maintenant ce guide avec les manettes qui sont là. Donc ça, je vais vous laisser voir. Donc il injecte un peu de produit de contraste pour voir où il est et voir où il doit aller, d'accord? Et là, il va piloter d'abord le guide. Donc il avance ou il recule le guide, il peut le tourner, il peut le courber. Et le vert, c'est le cathéter. Parce que quelquefois, il faut repositionner un peu le cathéter pour qu'il soit bien dans l'axe. Voilà, il vous montre que chaque fois, on peut monter, descendre, tourner. Voilà. Je pense que vous allez le voir. Et voilà, le guide arrive. Vous voyez, il le pilote pour l'amener. Là, il va vouloir l'amener dans la petite branche de droite, la branche diagonale, là. Donc, il va aller le mettre là. Alors, c'est le robot qui le pousse. Et lui, il le manipule par cette manette. Alors qu'habituellement, c'est l'ingénieur qui le fait avec ses doigts. Voilà. Donc là, il est dans la branche diagonale. S'il injecte un peu de produit de contraste, il va le vérifier. Ce n'est pas toujours indispensable. Voilà. Et là, il va introduire maintenant, c'est là que c'est une lésion complexe, un deuxième guide dans l'autre artère pour être sur la bifurcation. Le principe, c'est que si vous gonflez d'un côté et qu'il n'y a pas de guide, vous risquez de boucher l'artère qui n'a pas de guide. Donc, il met un guide sur ça. Donc là, l'infirmière va changer, va mettre un deuxième guide. Elle les identifie, vous verrez après, de façon à ce qu'on puisse savoir de quel guide il s'agit. Elle monte un deuxième guide, pareil, à travers le cathéter. Pareil, elle le positionne dans le robot. Et à partir de là, on va pouvoir le faire venir dans la deuxième artère. Donc il est là, pareil, hein, vous le voyez là, dans le cathéter. Et il le fait arriver. Voilà. Voilà. Vous voyez, il arrive. Là, ensuite, on va avancer un petit peu. Donc là, maintenant, elle va introduire ce qu'on appelle le ballon avec l'endoprothèse montée dessus. Donc, elle introduit un troisième instrument, hein, donc troisième guide avec cette fois un ballon qui va être relié à une pompe de façon à pouvoir après le gonfler. Donc là, le ballon, pareil, vous allez le voir arriver. Le ballon, il a deux petits repères que l'on voit en radio qui permettent de le positionner à cheval vraiment sur la lésion. Voilà, vous le voyez arriver?
Vous voyez les deux petits repères. Donc ça, c'est les deux extrémités du stent. Et à l'intérieur de ça, il y a le ballon. Voilà. On le positionne au bon endroit. Alors là, bon, il le déplace. L'intérêt du robot, c'est que vous pouvez le déplacer de millimètre en millimètre. Ah, très 1 bien. millimètre en avant, 1 millimètre en arrière. Ce qui est quand même beaucoup plus difficile, souvent, enfin, et un peu plus délicat à la main. Donc là, il le positionne, il trouve qu'il va bien. Il va recommencer un petit peu. Et ensuite, bon, là, il fait un test un peu avec le produit de contraste pour qu'il soit bien au bon endroit. Voilà, il finit de le positionner. Et maintenant, il va demander à l'infirmière de gonfler. Vous voyez, le ballon se gonfle. Le ballon se gonfle, il monte de pression en pression. Donc ça, c'est l'infirmière qui le fait là-bas. Et vous verrez que c'est une des évolutions, c'est qu'il faudra que tout ça, ce soit... Elle est protégée, mais bon, voilà. Donc là, voilà, elle gonfle, elle gonfle. Elle est derrière une vitre. Elle a le tablier de plomb. Et donc là, on va pouvoir voir le résultat. On retire maintenant le ballon et l'endoprothèse reste, puisque c'est un système expansif qui se fixe sur la paroi artérielle. Donc là, elle enlève, vous voyez, elle enlève complètement. Et on contrôle, vous allez voir, vous avez vu, vous voyez, il n'y a plus le rétrécissement sur cette grosse. Voilà. Donc je vais avancer parce que je ne vais pas vous prendre trop de temps. Donc le but du jeu maintenant, c'est de traiter l'autre lésion. Donc très vite, alors, bon, je vous explique avant de vous montrer les images. C'est que cette fois, il va falloir introduire un guide qui va passer à travers la maille du stent pour aller dans la deuxième artère, d'accord? Parce que l'autre, il n'est pas là. Et c'est à travers ça qu'on va gonfler un ballon et mettre un deuxième stent. Vous voyez que techniquement, c'est un peu plus compliqué quand même. Donc, c'est juste pour montrer qu'on peut faire des choses assez complexes. Donc, je vais avancer un peu pour arriver là. Voilà. Il y est là, vous voyez? Il arrive avec un deuxième guide. Il essaie de trouver la maille du stent. Voilà. Voilà. Donc là, il est en train de passer à travers le stent. Voilà. Et il va passer dans. Et à partir de là, il va pouvoir retirer l'autre guide et monter un ballon sur cette deuxième guide qui, à travers les mailles du stent, va gonfler sur la deuxième lésion. D'accord? C'est juste pour montrer, c'est un peu compliqué, hein, je le conçois, mais c'est juste pour montrer qu'on peut faire des choses quand même. Donc je vais vous montrer, on va arriver. Donc c'est la même procédure, hein, après, vous voyez, elle gonfle. Pareil, voilà. Et donc là, il monte un deuxième stent pour que les deux soient bien. Il y a un stent, je m'excuse, sur la première artère, et vous voyez le deuxième stent. C'est mal photographié. Et voilà, on gonfle, parce que ça s'appelle un kissing balloon. Et ensuite, vous allez voir, donc il y a deux trucs sous pression. Et on va voir le résultat. Bon, il a redonné quelques coups de ballon. Enfin bon, ça c'est du détail. Voilà. Et voilà. Il n'y a pas une autre vue qui serait meilleure. Le résultat, non, il y a encore une guide, donc ce serait mieux sans les guides. Enfin bon, vous allez voir déjà que là. Ah, il redonne. Là. Bon, ça, on n'a pas toujours le résultat au bout, comme coup, donc il redonne un coup de ballon. Et non. Voilà. C'est pas intéressant. Voilà le résultat à la fin. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu qu'on peut faire des choses quand même assez compliquées, hein, qui se font de façon courante à la main, etc. Mais on peut les faire avec le robot, avec le gros avantage, c'est que l'angioplasticien est assis dans un fauteuil confortablement, il ne prend pas de rayons, il a une très bonne vision des choses. Reste que
il faudrait que tout puisse être derrière la console, y compris l'infirmière qui gonfle, etc., de façon à ce qu'elle soit elle aussi complètement protégée, peut-être dans un environnement un peu plus confortable. Alors, pour l'instant, donc, on arrive à faire des lésions. Ça fait pas partie des lésions les plus complexes. Les lésions très complexes, c'est en voie de développement. Là où ça peut être très intéressant, c'est sur les lésions qu'on appelle d'occlusion, c'est-à-dire quand on est à un terre totalement bouché, ou très très calcifié, où ce sont souvent des procédures très longues, parce que pour arriver à recanaliser une artère qui est complètement bouchée, quelquefois c'est très long. Quand c'est très calcifié, il faut utiliser d'autres outils, les rotablateurs, etc., des outils compliqués pour enlever les calcifications. Et ça, c'est pas encore développé, mais ça fait partie des progrès. L'autre chose, c'est utiliser ça, non pas pour les artères coronaires, pour les artères périphériques, bien sûr, les jambes, etc. Et le principal progrès, c'est l'absence d'irradiation, bien sûr, qui est quand même un problème important pour les gens qui font beaucoup de cardiologie conventionnelle. Donc, alors c'est quelque chose qui se développe, qui va progresser énormément et qui est quand même probablement un progrès important des mois et des années à venir. Voilà. Je vais poser une question, je ne vois pas trop la part du robot. Le robot, qu'est-ce qu'il fait? Il fait avancer le dispositif. Tu vois, il manipule tout par les mains. Il faut comprendre que l'angioplastie classique, on fait tout à la main. On introduit le cathéter. Dans le cathéter, on introduit le guide. Le guide, on le préforme un petit peu selon les courbures. Et une fois qu'il arrive, on le pilote à la main, comme ça, pour le faire passer par des torsions, on avance, on recule, etc., pour le faire aller là où on veut qu'il aille. Et ensuite, là-dessus, on monte à la main le ballon, on va l'amener au bon endroit, et ensuite, on gonfle le ballon. Donc ça, tout ça se fait uniquement à la main. Là, donc, à proximité du patient, c'est-à-dire vraiment au pied de l'aine ou au niveau du... Là, on est à distance, on ne fait plus à la main. L'avantage, c'est que pour certaines choses, on a vraiment une avancée millimétrique qui est vraiment très, très, très précise. Et surtout, le gros avantage, c'est que du coup, on ne prend pas de rayon parce qu'on est éloigné. Après, est-ce qu'il va y avoir un développement des outils? C'est clair. On ne peut pas dire que c'est un robot. C'est une manipulation. C'est ce que je disais sur le robot chirurgien. C'est une télémanipulation, en quelque sorte. Ce n'est pas vraiment un robot. Et en même temps, je pense que c'est un peu rassurant que ce ne soit pas le robot qui fasse tout seul. Peut-être qu'on y arrivera, mais enfin bon, ça on peut rêver. Mais voilà. Peut-être que M. Chinama, il a des outils qui marchent tout seul. Voilà. Effectivement, très belle présentation. Est-ce que cette même procédure aurait duré moins longtemps ou plus longtemps alors, pour l'instant, ça prend plus de temps, un peu plus de temps, parce que quelqu'un d'entraîné, là, il vous fait ça en 10 minutes. Il y avait un robot. Voilà, parce que, j'ai dit, je vais vous dire, il fait ça en moins de 10 minutes. Il va tac, tac, tac. Il a une telle dextérité, une telle habitude au niveau des doigts. Et c'est ça qu'il faut comprendre, même les chirurgiens, c'est pareil. Quelqu'un qui est hyper entraîné, il va très vite. Donc, pour l'instant, c'est probablement plus long. Ça consomme un peu plus de produits de contraste parce qu'il y a beaucoup de tests, etc. Parce qu'il y a une courbe d'apprentissage, quoi. Voilà. Donc, c'est certain que pour l'instant, le gain, il est surtout pour l'opérateur qui prend pas de rayon. C'est vrai. Pour l'instant, il n'y a pas d'effet d'inconvénient pour le patient, mais bon, on n'a pas démontré non plus d'effet bénéfique pour le patient. Donc, voilà, ça reste encore des procédures qu'il faut améliorer, qu'il faut performer. Et je pense que peut-être il faudrait les réserver à des lésions très complexes, où on passe vraiment beaucoup de temps, où c'est très long. Peut-être que c'est ça qui restera à la fin. Je ne sais pas. Parce qu'une angioplastie, vous imaginez, si vous n'avez que l'IVA, là, vous n'avez pas la deuxième, la lésion qui est de bifurcation, mais ça se fait en 5 minutes. Un angioplasticien entraîné, il faut installer le patient. Ça, de toute façon, il faut le faire quoi qu'il arrive. Et il va, clac, 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 il va dans son truc, il gonfle le ballon, c'est bon, l'instinct est terminé, ça prend 5 à 10 minutes. Voilà. Ah non, c'est une simple ponction. Hein. Là, il n'y a pas d'ouverture, c'est une ponction de l'artère. Hein. Ça se fait avec une aiguille de trocar qui fait plus petit que ça. Hein. C'est un trocar, on introduit des cathéters de 7F qui font 2 et quelques millimètres, je crois, une 7F. Oui, un peu plus de 2,3, je crois, une 7F.
Donc, C'est merveilleux, Elisabeth. ouais, oui, j'arrête.